Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vous avez vu, il y a d'autres vidéos sur le modèle de Wilson. Donc une sur le modèle de Wilson simple, une sur les variantes du modèle de Wilson où on prend en compte un coût de pénurie, on prend en compte un coût d'acquisition variable. On va dans cette vidéo voir les limites de ces modèles de Wilson et on va essayer de voir une autre variante, c'est-à-dire un modèle de Wilson en avenir aléatoire. L'idée c'est de se rapprocher un peu plus de la réalité. Donc il va falloir que vous fassiez appel à vos connaissances en probabilité, loi normale, tout ça. Je vous laisse vous préparer un petit jingle et on commence. Alors le modèle de Wilson est assez connu et reconnu dans la gestion des stocks. Il est quand même important d'en connaître les limites pour comprendre un petit peu ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc comme tout modèle, il faut savoir que lorsqu'on modélise, on simplifie. Donc en fait, on se base sur des cas simples, théoriques, avec des formules simples. Ça a l'avantage de donner une analyse rapide qui va permettre de donner un indicateur pour prendre des décisions. Mais cet indicateur, il est assez éloigné parfois de la réalité, puisque en particulier, on ne prend pas en compte des pointes saisonnières dans la consommation, des contraintes de financement, des contraintes de stockage, et surtout, la plus grosse chose, c'est qu'on ne prend pas en compte un avenir incertain, puisque dans le modèle de Wilson, on considère que la demande est certaine. Alors, c'est possible lorsqu'on est dans une gestion des stocks à flux tiré, ou là en fait, ou à flux tendu comme vous voulez, où là en fait on se base sur la demande pour lancer la production, l'approvisionnement et tout ça. Mais toutes les entreprises ne sont pas organisées en flux tiré, en flux tendu. Et donc dans ce cas-là, de considérer que la demande comme certaine, c'est assez éloigné de la réalité. Donc on a essayé de faire évoluer ce modèle de Wilson pour prendre en compte une demande aléatoire. C'est ce qu'on appelle les modèles probabilistes du modèle de Wilson. La difficulté de ces modèles probabilistes, c'est qu'il peut y avoir plein de variantes et donc je ne peux pas vous donner un cours qui est valable pour toutes les variantes. Donc dans cette vidéo, je vous propose en particulier 3 applications numériques pour que vous vous rendiez compte des différentes possibilités de mise en œuvre de la prise en compte d'une demande aléatoire. Commençons donc par quelque chose quand même un petit peu de générique, qui est comment est-ce qu'on prend en compte donc cette demande aléatoire. Alors, le raisonnement en particulier est généralisable, mais il n'y a pas de formule toute faite. Donc on se base sur une demande qui est incertaine et irrégulière, et donc on va considérer que c'est une variable aléatoire, avec comme particularité, selon les cas, soit ce sera une variable discrète, soit ce sera une variable continue, en fonction de ce qu'on est capable de paramétrer sur notre demande, voir comment on connaît la demande et en fonction aussi de sa taille et des données statistiques disponibles. Et donc, une fois qu'on a identifié notre demande aléatoire, il y a 2 questions auxquelles le gestionnaire des stocks va devoir répondre. La première question, c'est à quel niveau de stock est-ce qu'on doit situer en début de période pour assurer un certain taux de service. Là, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans la même, on n'est plus dans la même logique que le modèle de Wilson simple où c'est juste de la maximisation de fonction de coût de gestion du stock. Ici, en fait, on va raisonner entre 2 approvisionnements. Et donc, on se dit, voilà, jusqu'au prochain approvisionnement, si je veux tenir à 95% des cas, si je veux assurer la demande, eh bien, combien est-ce que je dois avoir de stock? Autre question auquel on va devoir répondre, c'est cette fois-ci, j'ai un niveau de stock en début de période, quel va être mon taux de service, c'est-à-dire à quel pourcentage de la demande est-ce que je vais pouvoir répondre. Ça va pouvoir comme ça permettre d'identifier les points de tension, à quel moment il va y en avoir. Donc on va quand même toujours être dans l'optique de chercher à minimiser le coût de détention du stock, mais cette fois-ci, on a vu dans le modèle de Wilson qu'on avait normalement 3 composantes, voire 4. Ici, on va voir qu'on va en avoir que 2, le coût de détention de stock et le coût de pénurie éventuellement. Puisqu'on raisonne entre chaque réapprovisionnement, on ne s'occupe pas du coût de passation de commande et on ne s'occupe pas non plus du coût d'acquisition des stocks. Donc ça, c'était le raisonnement généralisable. On va voir un premier exemple où la demande, elle est aléatoire, mais surtout, elle est discrète. Donc, elle a des valeurs connues à l'avance avec une probabilité qui lui est associée. On va donc partir sur un exemple. La demande des produits dans la société primaire suit une loi discrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on sait que durant la période, la demande, elle peut être soit de 800, 1020, 1150 ou 1350.
Et on a pas une chance sur 4 d'avoir l'une des 4 valeurs. On a 20% d'avoir 800, 35% d'avoir une demande de 1020 produits, 30% d'avoir, on est ici, une demande de 1150 produits et 15% d'avoir une demande de 1350 produits. On connaît quand même par ailleurs le coût de stockage par unité de produit fini, c'est 3 € et le coût de pénurie, c'est de 9 €. La question qu'on va se poser dans cette application, c'est quel est le niveau de stock qu'on doit avoir en début de période. Alors pour ça, quelles sont les étapes de résolution de cette problématique? Dans un premier temps, on va quand même se baser sur ce qu'on a déjà vu dans Wilson, on va se baser sur la fonction du coût de détention de stockage. Et on peut peut-être rajouter aussi la fonction du coût de pénurie. On va ensuite appliquer cette fonction à nos informations probabilisées et donc on va déterminer non pas la valeur de cette fonction mais l'espérance mathématique, c'est-à-dire la moyenne de cette fonction en tenant compte des 4 cas de figure et des probabilités d'apparition ici des 4 cas de figure. Et enfin, on choisira la solution, c'est-à-dire le stock qu'on aura au début de période qui va permettre de minimiser le coût de gestion du stock. On est parti. Je ne vais pas revenir sur tout le modèle de gestion de stock. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo sur le coût de gestion de stock, Wilson avec coût de pénurie, puisque c'est la base de notre modèle. Et donc ici, lorsqu'on a un niveau de stock, on a 2 cas de figure. Soit le niveau de stock va être suffisant pour répondre à la demande, donc il est supérieur à la demande, soit il va être insuffisant pour répondre à la demande. Donc on va voir les 2 cas. Il va falloir traiter les 2 cas. Donc premier cas de figure, j'ai un niveau de stock qui est supérieur à ma demande, donc je ne vais pas avoir de souci de pénurie. Dans ce cas-là, le coût de stockage sur la totalité de la période, c'est ce qu'on doit calculer. On va partir de 2 variables, on va définir Q, la quantité qu'on va consommer, c'est en fait la demande, et S, le niveau de stock qu'on a en début de période, c'est en fait le niveau de stock qu'il faudra acheter, qu'il faudra commander. On a vu précédemment que le coût détention du stock, c'est donc le coût de stockage fois le stock moyen, sachant que le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. Ici, on a un stock initial qui est le stock que l'on vient de commander, c'est-à-dire S, et un stock final qui est la différence entre le stock qu'on a commandé et ce qu'on a consommé, donc S moins Q. C'est pas ici forcément 0, tout va dépendre de la valeur de la demande. Donc on a un stock moyen qui est de S moins Q sur 2. D'où notre coût de détention de stock, c'est donc le coût de stockage fois S moins Q sur 2. Et donc il va falloir calculer ce coût de détention de stock à chaque fois que le niveau du stock sera supérieur à la demande. On va faire ça après dans un tableau, je vous explique de façon plus précise par rapport à l'application. Il va falloir par ailleurs traiter le deuxième cas où cette fois-ci j'ai un niveau de stock qui ne va pas permettre de répondre en totalité à la demande. Et donc là, comme quand on a Wilson avec un coût de pénurie, on va avoir 2 périodes. On va avoir dans un premier temps une période où j'ai suffisamment de stock pour répondre à la demande. On avait vu que normalement une période entre 2 réapprovisionnements c'était T. Et ici on va avoir 2 périodes, T1 et T2. T1, on a un stock positif. Donc le stock est supérieur à la demande. Et T2, on a un stock entre guillemets négatif, donc la demande devient supérieure au stock. Donc, comme précédemment, ou presque, le coût de détention de stock, c'est le coût de stockage fois le stock moyen. Et ici, mon stock moyen, c'est le stock de départ, c'est-à-dire stock, plus le stock de fin, 0, puisque j'ai tout consommé sur 2, donc ça fait S sur 2. Mais ce stock-là, il est sur une période T1 sur T. Donc si vous regardez, on obtient donc un coût de détention de stock sur une période qui est égal à CS fois S carré sur 2Q. Et donc on va calculer ça jusqu'à ce que S soit, dans tous les cas où notre stock, notre niveau de stock sera inférieur à Q. Et à ce coût de stockage, sur cette première période, on va rajouter, puisqu'on a un deuxième coût, on va rajouter un coût de pénurie. Puisque ça, en fait, ce coût de stockage, c'est sur la période T1.
le stock permet de répondre à la demande. Et puis il y a une période, à un moment donné, où on n'a plus de stock. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve en pénurie. Et donc dans ce cas-là, sur la période T2, on va calculer un coût de pénurie. Ce coût de pénurie, le principe reste le même. C'est donc le montant de la pénurie fois la pénurie moyenne. Quelle est cette pénurie moyenne? Eh bien, on démarre de 0 et on a une pénurie qui est la différence entre la demande et le stock. Tout ça sur T2 sur T. Donc, comme dans Wilson avec coût de pénurie, voilà ce que l'on trouve. On a donc un coût de pénurie qui est égal à Pn fois Q moins S au carré sur Q. Et ça va être donc à calculer dans tous les cas où le stock est inférieur à la demande. Alors concrètement, par rapport à l'application, voilà ce qu'on va devoir représenter. Donc on va faire une matrice avec en ligne les demandes. Donc la demande, c'est celle qui est probabilisée. Et en fait, pour répondre à la demande, je vais commander un stock. Et j'ai le choix. L'idée, comme j'ai une demande ici discrète, je vais commander en stock un niveau de demande. Donc en stock, je vais avoir soit 800, soit 1020, soit 1150, soit 1350. Je ne vais pas commander plus que la demande. Je vais commander un niveau de demande. Et donc, on a ici deux cas de figure dans notre tableau. On a des premiers cas de figure ici où mon niveau de stock va être supérieur à la demande. Donc 800 supérieur ou égal. 800 si j'ai 800 en stock, je peux répondre à une demande de 800. Si j'ai 1020 en stock, je peux répondre à une demande de 800 ou de 1020. Si j'ai... d'accord, donc toute cette partie-là, en bas, là, c'est lorsque j'ai suffisamment de stock pour répondre à la demande. Et puis le cas inverse, qui est le cas qui est cette fois-ci en bleu, où cette fois-ci, mon stock est insuffisant pour répondre à la demande. Dans ce cas-là, je vais avoir les deux modèles que j'ai identifiés précédemment. Et donc, lorsque mon stock est supérieur à la demande, je vais avoir uniquement un coût de détention de stock, dont je vous remets la formule qu'on a définie précédemment. Et dans le cas où mon stock est inférieur à la demande, cette fois-ci, je vais avoir deux éléments. Sur une première période, on a dit j'ai un coût de détention de stock. Et sur une deuxième période, j'ai un coût de pénurie du stock. Donc on va faire ça, on va donc déterminer pour chaque case la valeur du coût de stockage. Alors donc cette matrice, on a calculé dans un premier temps le coût de gestion d'un stock de 800 pour 1200 €. Alors comment je trouve? Donc ici je suis dans le cas où mon niveau de stock est supérieur ou égal à la demande. Et donc j'applique la formule qui est de dire c'est le coût de détention de stock, 3 € fois le stock, c'est-à-dire 800, moins la quantité de demande sur 2. Ici, on retrouve aussi les 800. Si je passe la case d'à côté, cette fois-ci, je me retrouve dans une situation où le niveau de stock est inférieur à la demande. Dans ce cas-là, on est sur la deuxième formule où j'ai d'un côté un coût de détention de stock et en plus un coût de pénurie. Donc ici, on a 3 € fois le stock sur 2 fois la quantité, plus la pénurie, qui est donc cette fois-ci de la quantité de demande, moins le stock sur la quantité. Voilà, donc on fait ça pour tout le tableau. Donc n'hésitez pas à faire pause, essayer d'en calculer quelques-uns pour vérifier que vous avez bien compris, que vous êtes capable d'appliquer les formules et que vous êtes capable surtout de le refaire un jour ou l'autre. Voici donc ce que l'on obtient comme calcul. Et voici donc les sommes. Une fois qu'on en est arrivé là, l'idée est donc de déterminer pour chaque niveau de stock, donc pour chaque ligne, l'espérance mathématique. Donc la moyenne, mais la moyenne, elle va être pondérée des probabilités qu'on nous a données au début, des probabilités d'apparition de la demande. Donc pour déterminer ici le coût de gestion pour chaque niveau de stock, pour chaque ligne, en fait, on va calculer la moyenne pondérée. Donc on va le faire sur la première ligne. On trouve 1666,20, c'est-à-dire que si on achète, si on s'approvisionne d'un niveau de stock de 800, en moyenne, ça va nous coûter 1666,2 € de coût de détention de stock, de coût de gestion de stock si vous préférez. Alors comment on obtient ça? Eh bien on fait une moyenne pondérée, donc ici on va faire 1200 fois 20 plus 1368 fois 0,35 plus
1794 fois 0,30 plus 2728 fois 0,15. Évidemment, on fait ça pour chaque niveau de stock défini. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, l'objectif est quand même de savoir quelle est la quantité de stock qu'on va commander. On va donc rester dans notre optique, qui est de dire on veut minimiser le coût de gestion des stocks. On va donc choisir ici le coût minimum, qui est ici de 1636,50. On va donc décider de commander 1020 unités pour avoir 1020 unités en stock pour pouvoir minimiser le coût de gestion des stocks. Donc après, une fois qu'on a ça, évidemment, on va se retrouver dans un des 4 cas en fonction du niveau de la demande, mais de façon probabilisée, c'est la solution la moins chère. Voyons voir maintenant la mise en application de Wilson avec une demande aléatoire, mais cette fois-ci une demande aléatoire continue. Alors on reste sur une application, on change de domaine, on va un peu plus dans la mode, la presse et la mode. La société Prada édite un magazine féminin qui est réputé, mais en fait les ventes elles fluctuent beaucoup d'une semaine à l'autre en fonction de l'actualité. Elle a analysé la demande sur des grandes quantités et du coup elle a déterminé que cette demande suivait une loi normale de moyenne 300 000 exemplaires et d'état type 20 000 exemplaires. Le problème, c'est que les différents invendus lui coûtent particulièrement cher. Et donc, par rapport à cette analyse de coût, de structure de coût, elle a estimé qu'il lui fallait un taux de service de 95% pour éviter des pertes. C'est-à-dire qu'en fait, si elle a trop d'invendus, eh bien, elle va être en perte. Vous faites peut-être le lien, là, on peut faire le lien assez facilement avec la notion de seuil de rentabilité. Donc là, vous avez cette notion de 95%. La question qui se pose donc pour la société Prada, c'est quel est le niveau de stock qu'elle doit avoir en début de période, combien est-ce qu'elle va en publier, en fait, en imprimer, pour respecter ce niveau de service de 95% en moyenne. Alors, donc la question c'est quelle est la quantité en stock? On va rester sur nos variables, S la quantité en stock et Q la demande. Et donc ici, si on schématise, en fait, on cherche la quantité de stock telle que la probabilité pour que le stock réponde à la demande soit égale à 95%. Alors, en probabilité, c'est souvent Q inférieur à S, ça marche, hein, donc c'est la probabilité pour que la demande soit inférieure au niveau de stock. Il faut que ce soit une probabilité de 95%. Pour répondre à cette demande, sachant que Q suit une loi normale, et on connaît une table qui est la table de la loi normale centrée réduite. Donc pour faire rappel aux informations qui sont dans la table de la loi normale centrée réduite, on doit centrer et réduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va soustraire la moyenne des 300 000, et on va diviser tout ça par l'écart type qui était de 20 000. Donc on détermine que la probabilité pour que Q moins 300 000 sur 20 000 inférieur ou égal à S moins 300 000 sur 20 000, puisque je fais la même opération des deux côtés, tout va bien, ça doit être égal à 0,95. On va chercher dans notre table où est-ce qu'on trouve 0,95, et donc là on trouve une valeur petit t qui est égale à 1,65. C'est donc 1,65, ici on a en fait t, et t et doit être égal à 1,65. Donc 1,65, c'est égal à S moins 300 000 sur 20 000. Je ferai peut-être une petite vidéo sur un rappel de probabilité si vous en avez besoin, vous me le direz en commentaire. Si vous avez des difficultés à vous rappeler un petit peu le fonctionnement d'une table de loi normale centrée réduite. Une fois qu'on a ça, on va donc pouvoir en déduire S, puisque c'est ce qu'on cherche. On veut savoir quel est le niveau de stock, donc combien de magazines est-ce qu'on doit publier. Donc S, c'est 20 000 fois 1,65 plus 300 000, donc résolution mathématique toute simple. Et donc, on détermine ainsi le nombre d'exemplaires à publier. Donc ça ne veut pas dire qu'on en aura assez, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'invendus, ça veut dire qu'en moyenne, avec 333 000 exemplaires imprimés, on va pouvoir répondre dans 95% des cas à la demande. On reste sur cette application, on change un petit peu la problématique. Cette fois-ci, on a un stock initial de 325 000 exemplaires de notre dernier journal. Hein, donc on a imprimé 325 000 exemplaires. On veut connaître le taux de service qui résulte de ce stock.
Pour rappel, on sait que la demande suit une loi normale de moyenne 300 000 exemplaires et d'écart type 20 000 exemplaires. Donc il s'agit ici de calculer le taux de service. Alors le taux de service, ça représente la probabilité de pouvoir répondre à la demande avec le stock qu'on a. Donc si je probabilise, si je schématise, si je modélise, je vais y arriver, c'est donc la probabilité pour que le stock de 325 000 exemplaires soit supérieur à la demande. Autrement dit, c'est la probabilité pour que la demande soit inférieure ou égale à 325 000 exemplaires. Donc pour ça, pour trouver dans la table, encore une fois, on ne connaît que la table de la loi normale centrée réduite, donc il faut T. Voilà, on va déterminer la probabilité pour que Q moins 300 000, donc la moyenne, divisé par 20 000, soit inférieure à 325 000 moins 300 000 sur 20 000. Et donc ça c'est un chiffre qui est de 1,25. C'est ce chiffre de 1,25 qu'on va utiliser pour la table. Et donc dans la table, on trouve que la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit inférieure ou égale à 1,25 est de 89,44%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec un stock de 325 000 exemplaires, on aura en moyenne un taux de service de 89,44%. C'est-à-dire que dans 89,44% des cas, on pourra faire face à la demande. Donc sur cette vidéo de Wilson probabilisé, donc comme vous avez pu le voir dans une autre vidéo, en fait c'est quelque chose d'assez complexe qu'on va mettre en œuvre uniquement sur les produits sélectionnés, c'est une gestion par exception. Le centre de gestion des stocks, c'est un centre de gestion des coûts, donc l'objectif reste toujours de minimiser les coûts. Donc on retrouve quand même notre logique de Wilson, en particulier Wilson avec coût de pénurie. Ici, j'ai pas insisté sur les probabilités. Si besoin, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Je compte sur vous pour m'aiguiller un petit peu sur vos besoins. Je vous souhaite bon apprentissage et bon courage. À bientôt!